Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce jeudi soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. Éléphant, quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée de Fayet? Ça fait l'actu. Vos avis sont attendus sur le plateau de la Grande Team. Excellente émission sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà, c'est parti pour 90 minutes d'émission en direct, bien sûr, sur les antennes de la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Très chers téléspectateurs, la question LGT de ce soir. Éléphant, quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée de Fayet? Vous pourrez donc participer à l'émission. Vous connaissez déjà les différents canaux pour nous joindre, à savoir le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Toujours l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et aussi, vous avez la page Facebook de la 3. Et pour cette émission, je serai accompagnée en première partie sur le plateau de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Et de Balo. Bonsoir Marie-Christine. Bon, c'est la grande rentrée de Balo pour la Grande Team. Si, je suis ravi de vous retrouver. Bon, ça faisait longtemps. Vous avez vu, non? Franchement. Donc, et puis on ne sera pas seul. Déjà, on aura des invités pour le focus. Et on a déjà des invités sur les gradés. On a les athlètes des arts martiaux chinois ici en Côte d'Ivoire. Bienvenue. On sera donc ensemble tout au long de l'émission, mesdames et messieurs. Voilà, et avec vous, très chers téléspectateurs. Et on démarre avec la première rubrique, bien sûr, de votre émission, l'essentiel de l'actualité sportive. C'est bien ici, dans la Grande Team, et c'est LGT News. On y va. LGT News. Débutons nos news avec les activités du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Jeannot Kwame fait des précisions sur les accréditations. En attendant de dresser le bilan de la participation des athlètes ivoiriens au dernier JO de Paris 2024, de concert avec le ministère des Sports et du Cadre de Vie, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse hier pour se prononcer sur un autre sujet. En effet, face à l'accusation de certaines fédérations olympiques sur une méprise de leur statut en ce qui concerne les accréditations dont ils auraient pu bénéficier selon eux, le CNO-CIV s'est voulu clair sur cette affaire. Jeannot Kwame, chef de mission de la délégation ivoirienne à Paris, a dévoilé le processus et expliqué le système des accréditations qui respecte une norme de quota par athlète qualifié. Des informations connues d'ailleurs des fédérations. C'est le Comité international olympique qui définit les catégories. Il n'existe nullement une catégorie président de fédération dans les attributions des accréditations, a-t-il clarifié. Une réponse à l'endroit du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Jean-Marc Yassé, et celui de la Fédération ivoirienne d'escrime, Théodore Zadi, qui s'était plaint de n'avoir pas été pris en compte dans l'attribution des accréditations. Intéressons-nous au football à présent. Ligue régionale de Yamoussoukro. Les clubs satisfaits du bilan du championnat régional et de district 2023-2024. La Ligue régionale de football de Yamoussoukro, dirigée par le président Nguessan Kwaku Blaise, a tenu récemment une rencontre avec ses membres dans la capitale politique. À l'unanimité, les 37 clubs participants, dont 10 au niveau régional et 27 de district, ont à l'issue du bilan moral et financier approuvé le remarquable travail abattu par le bureau actuel. Au titre des perspectives, la Ligue régionale de Yamoussoukro a fait plusieurs suggestions. On peut parler entre autres de la formation des acteurs sur le règlement spécial et spécifique de la LRFY, l'augmentation du nombre de clubs régionaux à 12 pour la prochaine saison et le renforcement des capacités des équipes dirigeantes des clubs de la Ligue. À noter que la rencontre a eu lieu en présence de M. Fadel Keïta, ancien international ivoirien, représentant du président de la Ligue de football amateur et des responsables des structures de football de la Ligue de football de Yamoussoukro. Mercato, Fofana Gatro n'ira plus en Grèce. Alors que tout semblait être ficelé pour son transfert en Grèce, Fofana Gatro David va devoir patienter encore pour savoir où il évoluera cette saison. En effet, selon le site sportif africafootunited.com, les discussions entre Chelsea et l'AEK Athènes n'ont pu aboutir dans la soirée du mercredi.
Au moment de signer les documents, les deux parties ont eu des désaccords sur plusieurs points et le marché en Grèce a fermé ses portes hier mercredi. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 Amoureux du sport jusqu'à 22 h. On passe au débrief des news, mais avant une autre information. Affaire Iska. FIF, Fédération Ivoirienne de Football, Yako FC, le TAS donne raison aux Iscariotes. La sentence est tombée ce jeudi dans l'affaire qui l'opposait à la Fédération Ivoirienne de Football et à Yako FC au sujet de la montée en Ligue 1. L'ISCA a eu gain de cause au tribunal arbitral du sport. En effet, le TAS, en plus d'avoir donné raison à l'équipe de Koulibaly Rassoul, a invité la Fédération Ivoirienne de Football à intégrer son club en Ligue 1 pour la nouvelle saison. Que va faire la FIF? Quel sera le sort de l'Africa? Bon, des questions que nous vous posons, hein, messieurs, en attendant la réaction de la fêtière. Roger Stéphane. Bon, écoutez, on attendait cette décision du TAS, parce que pendant très longtemps, il y a eu cet épisode avec Iska tout au long de la saison. Eh bien, cette décision est tombée. Nous, on a dit qu'elle allait venir, elle est venue. Elle dit que le résultat du match rejoué du 26 juin 2024 ayant opposé Yamoussoukro à Iska est annulé. Ouais. Elle dit que le résultat du match du 14 juin 2024 ayant opposé Yamoussoukro à Iska est homologué. En conséquence, on donne à la FIF d'intégrer Iska au championnat de la Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Voilà la principale décision de donc, du courrier du TAS, c'est que Iska monte en Ligue 1. Sur tout ce qui a été donc fait, Iska monte en Ligue 1. La saison prochaine, on va retrouver l'équipe de Iska en Ligue 1. Deuxième élément, c'est que sur tout l'épisode qu'on a connu, avec les réserves, les réclamations, on se rend compte finalement que Iska avait raison. Cette jeune équipe de Iska croyait en son dossier. Elle est allée jusqu'au bout. Elle a saisi l'instance suprême en termes de règlement des conflits dans le sport. Et le TAS lui a donné raison. Iska avait donc raison sur tout, malgré tout ce qui avait été dit, complot, etc. Bon, Iska avait raison. Maintenant, le dernier élément, c'est l'Africa Sport. C'est l'Africa. Bon, oui. Si vous me demandez le sort de l'Africa, j'avoue que je n'en sais absolument rien. Je n'en sais absolument rien. Est-ce que l'Africa reste en Ligue 1? Je n'en sais rien. Est-ce que l'Africa va retourner en Ligue 2? Je n'en sais rien également. Est-ce que le nombre d'équipes en Ligue 1 va augmenter par rapport à cette situation? Oui. Je n'en sais absolument rien. C'est pour vous dire que la décision revient à la Fédération Ivoirienne de Football. Je précise que dans le courrier, Iska avait demandé au TAS de refaire le classement. Le TAS a refusé et a laissé la responsabilité à la Fédération Ivoirienne de Football. Autrement dit, nous tous maintenant, on va regarder la fêtière, quelle va être sa décision concernant le dénouement final de ce dossier. Mais une chose est certaine, en l'état actuel des choses, Iska évoluera la saison prochaine en Ligue 1. C'est la décision du TAS et elle est tombée aujourd'hui. D'accord. Donc une chose qui est certaine, c'est qu'à l'état actuel, Iska monte en Ligue 1. Ça c'est clair, c'est évident. Ouais. Mais pour le cas de l'Africa Sport, ce n'est pas encore, on ne sait pas encore si l'Africa redescend en Ligue 2. Il y a la guerre des clans qui a évidemment commencé. Ceux qui sont proches de l'Africa disent que l'Africa est en Ligue 1. C'est le sort de Iska qui est dans les mains de la fédération. Bon, ça me paraît un peu paradoxal. Et certains disent que bon, la fédération pourrait prendre une décision politique d'arrangement pour permettre aux deux équipes de rester en Ligue 1. Ce serait peut-être intéressant pour l'ensemble des acteurs du football ivoirien. Mais ça, ce sont des spéculations. Ce sont des spéculations et des propositions d'interprétation des différents camps. Oui. Mais pour l'heure, tout ce qu'on sait, c'est que Iska va évoluer en Ligue 1. Pour l'Africa, je vous assure que je n'en sais absolument rien encore. On va attendre les jours et les heures à venir. La fédération va certainement nous en dire un peu plus. D'accord. Donc, on aimerait donc informer toute la population, tous les téléspectateurs, que pour l'instant, on n'a aucune information, il n'y a aucune décision qui est prise par rapport au cas de l'Africa Sport. Si l'Africa Sport redescend, oui ou non, en Ligue 2. Pour l'instant, il n'y a que l'ISCA qui monte en Ligue 1. Qui monte en Ligue 1. C'est bien ça. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on reviendra sur ce sujet dans les prochaines éditions de la Grande Team. Et puis, actuellement aussi, a lieu le symposium de la CAF, avec Balo, bien sûr, Balo qui était présent à cet événement, on en parlera. Donc déjà, l'idylle entre la Confédération africaine de football et la Côte d'Ivoire continue. Après la CAN 2023 tenue du 13 janvier
au 11 février 2024 et la 45e Assemblée générale qui a eu lieu le 13 juillet 2023. La CAF organise depuis ce jour le symposium des sélectionneurs africains au Sofitel Hôtel Ivoire. Une conférence qui a eu lieu comme point d'orgue la signature du Legacy Fund, fonds d'héritage, entre le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, et le président Yacine Idriss Diallo. Il s'agit d'une rétribution financière à la Fédération ivoirienne de football des succès financiers et commerciaux de la CAN en Côte d'Ivoire, estimés à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Par ailleurs, des panels ont été animés par Doué Noumandiez, El Hadj Diouf, Okocha et Gadji Seli. D'accord. Donc, Balo, est-ce que vous pouvez nous dire plus d'informations justement par rapport à cette cérémonie qui a débuté ce jour? Déjà, par rapport à cette cérémonie, on retient 4 points principaux. Il y a eu les allocutions des officiels, notamment le président Yacine Idriss Diallo, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du cadre de vie, M. Adjei Silas Metch, qui ont exprimé leur satisfaction d'accueillir cette conférence, qui ont eu les mots de bienvenue à l'endroit du docteur Patrice Motsepe, qui lui a donc reçu ces mots de bienvenue. Et ensuite, on va passer justement aux différents panels. Et quels sont ces panels? Ces panels ont eu lieu sur, si vous voulez, des domaines très techniques. On a eu d'abord le domaine de l'arbitrage, emmené par Doué Noumandiez, qui est le responsable des arbitres de la CAF. Ici, il s'agissait de faire un bilan sur l'utilisation de la VAR durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce que l'outil de la VAR a été utilisé? Quelles ont été les améliorations apportées par la Confédération africaine de football au niveau de la VAR? Comment est-ce que cette VAR-là sera améliorée? Et Doué Noumandiez a ressorti que, effectivement, à ce niveau, il y a une question d'interprétation des différents arbitres, que lorsque la VAR, justement, les arbitres de la VAR prennent une décision, elle n'est pas définitive tant que l'arbitre n'a pas soldé. Donc, c'était en fait de la pédagogie sur l'outil de la VAR. Ensuite, il y a eu donc le panel emmené par les légendes, DJ Okocha, El Hadji Diouf et Gadji Seli. Et là, à ce niveau, il y a eu des informations très importantes. On a interrogé Gadji Seli sur les CAN 84, la CAN 2023 récemment et la CAN 92. Et au niveau de la CAN 84, il a expliqué un peu les raisons de l'échec de cette CAN-là, que clairement, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, sinon le staff de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avait été confié à des dirigeants de clubs. Alors que normalement, dans les pays, généralement, eh bien, l'équipe est confiée à la Fédération ivoirienne de football, alors que là, ça a été confié à des dirigeants de clubs et que chaque dirigeant voulait voir ses joueurs sur la pelouse et ça a créé l'imbroglio, l'amalgame par rapport aux différents classements. Finalement, c'est ce qui a expliqué l'échec de 84. Il a exprimé un satisfecit sur la victoire de la CAN 2023 en disant que c'est une revanche qui a été prise par rapport à la CAN 84. Quant à El Hadji Diouf, lui, il a affirmé que pour lui, l'élimination du Sénégal était un accident de travail. Ce sont les mots qu'il a donc employés, que le Sénégal, pour lui, est l'avenir du football africain compte tenu de la politique de la fédération, compte tenu de la politique de la formation. Et ensuite, on a parlé aussi de l'impact de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à ce niveau-là, on doit être fier d'être ivoirien parce que les chiffres qui ont été donnés sont assez extraordinaires. On a 2 milliards de personnes sur les plateformes de la CAF qui ont suivi donc, cette Coupe d'Afrique des Nations, plateformes et réseaux sociaux, 2,2 milliards de personnes, 2 milliards de vues, 1,5 milliard de spectateurs dans les stades, 1,4 milliard de téléspectateurs à travers le monde, donc 80 millions au niveau de l'Asie. La CAN la plus suivie jusqu'à présent. Absolument, en termes d'engouement, c'est extraordinaire. 80 millions au niveau de la zone asiatique, les Philippines, le Brésil, au niveau de l'Amérique du Sud. Donc, il y a eu un impact au-delà même du continent africain qui est ahurissant. 39% de bénéfices par rapport aux bénéfices financiers enregistrés par rapport à la CAN 2021. Et on a terminé justement par la présentation de la FIFA sur les performances et les statistiques de la compétition, parce qu'il n'y a pas que les chiffres autour de la compétition, il y a aussi les chiffres sportifs où là, 63% des équipes qui ont évolué en contre-attaque ont remporté les matchs. Donc en gros, c'est ce qu'il faut retenir, les chiffres sur l'engouement, sur le bénéfice financier
et sur ce qui s'est passé par rapport aux équipes. Et parlons de chiffres, parlons de bénéfices financiers. Nous, on a besoin d'avoir certaines informations justement par rapport à ces 8 milliards de francs CFA dont bénéficie la FIFA, la Fédération de football. Justement, les 8 milliards de dollars, hein, 8 milliards de francs CFA, 14 millions de dollars, voilà. 14 millions de dollars, 8 milliards de francs CFA. Oui, ces 8 milliards-là seront ont été alloués pour la politique, le développement du football des jeunes. Au niveau du développement du football des jeunes, ça comprend les garçons et les filles, parce que la CAF met un point d'honneur au développement du football féminin. Et à ce propos, le président de la Fédération ivoirienne de football a exprimé, si vous voulez, sa satisfaction et a dit qu'il allait avoir un projet de mise en œuvre de cette manne de 8 milliards. Mais pour le moment, rien n'est clair sur l'orientation et, si vous voulez, les différentes étapes de la mise en œuvre de ces finances, parce que la CAF doit fournir un cahier de charges et c'est à partir de ce cahier de charges-là qu'on va orienter ces 8 milliards sur le football des jeunes et sur un certain nombre d'infrastructures. Donc, en gros, c'est ce qu'on retient. Et il faut savoir que cette rétribution, sinon, cette somme de 8 milliards a été allouée compte tenu du succès commercial et financier de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr. En tout cas, nous, on a hâte de savoir l'orientation de ces 8 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Non, mais la précision a été faite. Je crois que la question a été posée. Ce n'est pas destiné au club, c'est destiné au football amateur, au football des jeunes. Parce que la FIFA met un point d'honneur à développer ce secteur d'activité qui n'est pas toujours pris en compte véritablement au niveau des différentes fédérations. Parce que très souvent, on fait plus attention au football professionnel, à l'élite, j'ai envie de dire, qu'au football amateur qui est parfois délaissé. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau. Et c'est très bien. J'avoue que je suis très heureux. Balou a dû passer une très belle journée là-bas, au symposium, avec tous ces travaux, de savoir que, notre CAN a été très bien suivi. Ça, c'est très bien partout dans le monde entier. Si la Côte d'Ivoire est devenue une plateforme importante, là, on a un symposium de la CAF dans notre pays. C'est très bien. Deuxièmement, qu'il y ait une manne financière extrêmement importante, qui tient sur des ristournes qui revient à notre fédération sur les retombées de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est extraordinaire. 8 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. J'espère que les dirigeants de la fédération qui jusque-là font du très bon travail vont utiliser cet argent à bon escient pour développer justement le football amateur. Bravo en tout cas à la CAF, bravo à la Côte d'Ivoire par rapport à la réussite parfaite de cette Coupe d'Afrique et petit bravo à la fédération qui s'en sort vraiment gagnante sur cette somme d'argent et qui, je l'espère, va bien l'utiliser pour développer le football. À bon escient. Et justement, Roger Stéphane, vous en avez parlé, hein, le fait d'accueillir cette activité sur notre terre est la preuve que le football ivoirien se porte mieux. Merco, écoutez, on se porte très très bien. Écoutez, on sort d'une crise qui a duré 2 ans avec le comité de normalisation. On sort d'une élection qui a déchiré un peu, d'une période électorale qui a déchiré un peu la famille du football. Là, l'organisation de la CAN a ramené le calme parce que tout le monde a fait bloc, mais vraiment bloc derrière la sélection nationale. Juste après, on a un symposium de la CAF ici chez nous. Oui, j'estime que le football ivoirien est véritablement de retour. Et c'est très bien. Notre sélection fait rêver en ce moment avec de très bons résultats de FAMS. Notre fédération est au travail. Elle se donne les moyens de développer tant bien que mal le football local avec l'appui de la CAF qui fait parfaitement confiance à notre fédération et à l'État de Côte d'Ivoire. Bon, on ne peut que s'en féliciter. Tout va bien pour l'instant et on espère qu'on va monter pour réussir à développer véritablement le football local ivoirien. Exactement. Le symposium qui se poursuit demain, Balo? Oui, demain on aura là aussi de beaux travaux. Ça va commencer à 10 h. On aura un panel animé par Joseph-Antoine Bell et Alain Guaméné sur l'évolution du rôle des gardiens de but. On aura aussi une étude technique après cela en termes de deuxième panel. Et on aura sans doute en zone mixte des ambassadeurs, des légendes du football africain. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était une journée en tout cas enrichissante sur la compréhension du football. Et surtout, ce qu'on retient, c'est le bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été très souvent présentée comme la meilleure CAN de l'histoire. Et les chiffres, justement, l'attestent. D'accord. Et on vous attend demain, Balo, justement, pour le point. J'ai envie d'y aller à votre place. Non, Roger Stéphane, vous serez ici. Et puis, on a une dernière information pour vous. Maramonde Bleu, Charlemagne, sur notre plateau lundi prochain. L'actualité, c'est aussi les préparatifs de la première Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde, prévue sur les bords de la lagune Ébrié du 25 septembre
au 7 octobre prochain. À cet effet, Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana, sera notre invité lundi prochain. Une lucarne qui nous permettra d'avoir toutes les informations sur cette compétition majeure. Rappelons que ce sont 16 pays issus de 4 continents qui sont attendus à ce tournoi. Voilà, la grande team, on parle de toutes les disciplines, on s'intéresse à toutes les disciplines sportives. Donc bien sûr, dans quelques secondes, on parlera des arts martiaux chinois dans le focus. Pour l'instant, on marque une petite pause, le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la Cité des Lumières. Football, Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Coupe du monde de Maracana, Maramonde Abidjan 2024, du 25 septembre au 7 octobre 2024 au Palais des Sports de Trècheville. Entreprises, marques, partenaires, rejoignez-nous et saisissez l'opportunité unique de sponsoriser cet événement mondial. Contactez-nous dès maintenant au 07 07 63 15 05 05 04 35 25 25. Maramonde Abidjan 2024. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team, bien sûr en direct sur la 3. Il est l'heure du focus de ce soir. On y va. Et bien sûr, nous avons des invités. Donc, Maître Denis Baonro et Maître Badou Julien Nguessan, respectivement directeur technique national de la Fédération ivoirienne des arts martiaux. Chinois. Et arbitre continental sont nos invités de ce soir. Donc, nous vous recevons donc sur le plateau de la grande team. Bonsoir, messieurs, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maître. Il y a le grand maître qui est là, oui. C'est le grand maître, et vous, c'est maître. C'est un plaisir, en tout cas, de vous recevoir sur le plateau de la grande team. Avec vous, nous parlerons des arts martiaux chinois. Bon, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, au sorti de la Coupe de Côte d'Ivoire disputée récemment, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette compétition? Grand maître. On retient que ça a été d'un niveau très relevé. Oui. Parce que ces dernières années, nous voyons que le niveau ne cesse de s'élever, compte tenu du travail que nous faisons en amont. Oui. Alors vraiment, c'était un niveau très satisfaisant pour nous. Voilà. Et vous êtes satisfait, c'est ce qu'on peut retenir. Il y a les athlètes aussi qui ont répondu à... Est-ce que les athlètes ont répondu à vos attentes? Absolument, absolument. Parce que, comme je le dis, dans tous les compartiments techniques de notre art, les athlètes ont été d'un très bon niveau. Et justement, comment vous jugez ce niveau, le niveau actuel? Le niveau actuel? Oui. C'est un niveau vraiment qui atteint le niveau international. Alors, ça nous permet quand même de nous frotter au plus grand dans le monde, sans gêne, sans complexe, en fait. Donc, nous ne sommes pas complexés parce que quand on voit le niveau du travail de nos athlètes, il n'y a aucun complexe. Aucun complexe et vous êtes rassuré, vous êtes satisfait, largement satisfait actuellement du niveau de vos athlètes. Tout à fait. Oui, Roger Stéphane, une question. En tout cas, félicitations, parce que je vois que vous avez fait une très belle campagne. Au plan national, on parle beaucoup du taekwondo et du judo. Est-ce que les arts martiaux chinois sont en train de se rapprocher de ces deux disciplines-là? Oui. Bon, le taekwondo et le judo sont des disciplines qui nous ont précédés sur la scène nationale. C'est bien ça. Voilà. Bien que les arts martiaux chinois soient la mère de tous les arts martiaux sous le ciel,
Vous voyez, ben, la politique était de telle sorte que les arts martiaux, bon, la Chine n'était pas totalement ouverte au monde. Ce n'est que maintenant que la Chine, quand même, a entrepris des politiques pour pouvoir s'ouvrir au monde et ventiler vraiment cette discipline. Alors, donc, nous arrivons en retard sur la scène. Et voilà, et nous faisons notre petit bout de chemin avec les autres. Parce que quand on parle du taekwondo, vous savez qu'il y avait une politique, la Corée a mis en place une politique avec les maîtres Kim. Oui, dans les années 70. Oui. Voilà, les maîtres Kim qui étaient là, le judo aussi, avec les grands maîtres Palanfo, et voilà, et tout. Vous voyez, c'était déjà, le Japon donc a essayé de faire en sorte que ces disciplines-là soient imposées dans les institutions africaines, ivoiriennes même. Voilà, donc c'est déjà, ça a été une très bonne politique. Nous arrivons comme ça, nous bataillons. Très bien. Voilà, nous-mêmes, voilà, c'est par rapport à notre bataille, vraiment avec ce que nous avons en main, parce que vraiment, c'est pas facile, hein, c'est pas du tout facile. Ouais. C'est pas du tout facile. Donc, nous arrivons quand même à nous... Avoir de bons résultats. Bien sûr. Et justement, Maître Badou Julien Nguessan, en tant qu'arbitre continental, quel regard vous portez sur l'ensemble de cette coopération, de votre coopération? Alors, c'est une coopération qui se veut vraiment à la hauteur des espoirs qu'on place en elle. Coopération, l'arbitrage, c'est vraiment le fondement de toute une compétition dans ce que les décisions des arbitres déterminent la qualité aussi de la compétition. Alors, c'est une coopération qui est organisée, très bien organisée. Nous avons une commission spécialisée au sein de la direction technique nationale, dirigée par Maître Kwame Lui. Et nous avons des arbitres qui sont organisés, bien placés par grade. Nous avons des arbitres de ligue, des arbitres nationaux et des arbitres continentaux. Je suis un arbitre continental. Alors, on veille à ce qu'il y ait un renouvellement ou que chacun des arbitres ait un niveau qui soit le niveau le plus performant possible. Donc, vous avez des stages et des examens d'arbitrage qui sont organisés. Très bien. Alors, pour exemple, je vous dis que la coopération en termes d'arbitres actifs, on a à peu près une cinquantaine d'arbitres, mais chaque année, ce nombre-là va en croissant. Parce que notre ambition est vraiment de fournir le maximum d'arbitres pour toutes nos compétitions. Nos compétitions de ligue, de compétitions nationales. Et nous avons vraiment la chance, avec la politique visionnaire de notre président, de toujours pouvoir nous frotter au niveau international. Parce que de façon régulière, nous participons, et ce n'est pas facile, hein, vu les moyens que ça nécessite, à toutes les compétitions internationales. Et vous savez, plus on vous voit, plus vous avez l'occasion de vous confronter, de vous améliorer et d'être au parfum de toutes les nouvelles règles. Et ça, c'est un point d'honneur auquel nous tenons. Ce qui fait qu'au niveau africain, nous sommes vraiment une référence en matière d'arbitrage. C'est vraiment le regard que je peux porter sur notre coopération. Un très beau regard. Et puis l'autre actualité chez vous, c'est bien sûr la participation des athlètes au dernier championnat d'Afrique de leur catégorie à Dakar. Bon, les nouvelles sont bonnes pour nos pachydermes, grand maître? Oui, tout à fait, parce que vous voyez, nous partons avec 8 athlètes et nous retournons avec 16 médailles. Donc ça fait 200%. Donc on ne peut pas dire que la moisson n'a pas été bonne. C'était l'objectif visé, atteindre ce nombre de médailles, c'était l'objectif à viser? L'objectif, au dernier championnat d'Afrique, quand on regarde le travail que nous avons abattu et le rang que nous avons occupé, juste après l'Égypte, alors on se dit qu'on n'a pas le droit de descendre. Il fallait que la Côte d'Ivoire, enfin, toujours quand on va dans une rencontre comme ça, il faut que la Côte d'Ivoire tienne le haut du pavé. En tout cas, parmi les gens qui tiennent le haut du pavé, il n'était pas question que nous reculions, alors parce qu'on a un titre à défendre, on a vraiment, voilà, on a une réputation à défendre. Voilà, c'est ça. On ne pouvait pas être ridicule. Donc, effectivement, l'objectif était de faire flotter le drapeau national. Voilà, et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que vous avez fait, vous n'avez pas été du tout ridicule, vous êtes revenu avec des médailles. On a nos champions même sur ce plateau qu'on a envie d'entendre. On a donc So-Ben Abdul Salam, représentant des athlètes hommes, et Touré Djeneba pour les femmes. Est-ce que vous avez un micro? Vous avez un micro? Parce que moi j'ai une question pour vous. D'accord. Bon, déjà, qu'est-ce qui a fait votre force à cette compétition? D'abord, je me nomme So-Ben Abdul Salam. Oui. Avant de prendre part à ce championnat, nous avons été bien préparés, que ce soit mentalement et physiquement. Que ce soit mentalement et physiquement, nous avons été bien préparés. Et aussi, c'était notre première fois de participer à ce championnat.
Et il remercie notre entraîneur et la direction technique qui ont fait de nous aujourd'hui des champions. Ce qui a fait notre force aujourd'hui, c'était la présence de nombreux pays. Et nous nous sommes dit que nous devions défendre le drapeau ivoirien. Et c'est le cas aujourd'hui avec des médailles. Et félicitations. Félicitations. Merci. Et puis, Touré Djeneba, la même question pour Touré Djeneba. Je me présente Touré Djeneba. Oui. La compétition était intéressante. Nous avons eu des difficultés. Et puis, c'était la première fois aussi de voyager pour aller faire un championnat avec plusieurs pays. Mais nous avons pu battre la difficulté avec l'aide de nos différents coachs. Bien sûr. Avec l'aide aussi de notre président Médé Siaka. On le remercie beaucoup. Notre souhait, c'est de participer au championnat du monde. Inch'Allah, nous allons participer. Mais l'année prochaine, ici, il y a un championnat d'Afrique. On veut participer aussi. On prie Dieu. On aurait la chance. Cette fois-ci, on va revenir avec toutes les médailles d'or. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup et félicitations. Oui, Roger Stéphane, une question. Ouais, c'est 16 médailles, hein, dont 2 en or. Oui. Pour les athlètes, quels sont les athlètes qui vous ont posé un peu plus de problèmes? Ils venaient de quel pays? Oui, Djeneba, oui. Bon, les Égyptiens, comme ils avaient... Comme ils avaient la peau un peu blanche, on avait peur du genre, mais on s'est dit, c'est la Côte d'Ivoire. On vient représenter notre pays. Il ne faut pas avoir peur. Nous quittons notre pays avec la bénédiction de nos parents, de notre coach, tout ça. Donc, on doit rester focus, toujours représenter notre pays. Mais... Donc, c'est les Égyptiens qui vous ont un peu effrayé. Ben, félicitations, vous avez bien représenté le pays. Mais grand maître Bonro, que manque-t-il déjà à nos athlètes pour régner en maître absolu sur le continent? Alors, ce qui manque, vous savez que pour ces genres de compétition, il faut beaucoup miser sur la préparation. Parce que on ne peut pas aller dire qu'on va avoir les médailles d'or sans avoir une bonne planification. Donc, une bonne préparation. Oui. Or, la préparation, vous savez, ça nécessite beaucoup de moyens. Alors, donc, voilà, il faut maintenant que notre tutelle vraiment regarde de notre côté et que d'autres tutelles nous aident. Nous faisons ce que nous pouvons grâce à l'expertise de nos techniciens et surtout à la lutte ardue du président. Vous voyez que le président lui-même constitue en lui seul 98% de la fédération. Oui. Parce que c'est lui qui se bat pour avoir les moyens. Vous voyez un peu. Et quelle est la politique qui a été mise en place, par la fédération? Par la fédération, oui. La formation. Hein. La formation. Le président a voulu comme ça que, bon, avant les compétitions, il faut que les athlètes soient suivis. Oui. Voilà. C'est important. Et pendant les compétitions et après aussi les compétitions, parce qu'il y a la gestion après les compétitions. C'est très important. Parce que après les compétitions, il y a un certain laisser-aller vraiment qui tue beaucoup l'athlète, physiquement, techniquement. Alors donc, tout ça est pris en compte et le président nous donne instruction de nous intéresser même à la vie sociale de l'athlète. Voilà, parce que c'est ça. Un athlète peut venir comme ça, psychologiquement, diminuer. Voilà, donc il faut s'intéresser à sa vie, ses problèmes, l'assister. Alors, quand il y a des problèmes, on ramène tous ces problèmes-là au niveau du comité directeur et le président prend toutes les dispositions pour pouvoir résoudre ça. C'est un peu comme une famille. Oui, c'est une famille. Oui. D'accord. Et puis, quelle est la suite déjà pour vos activités pour le compte de cette saison? Cette saison? Oui. Nous avons un gros morceau, c'est-à-dire que la compétition des espoirs, qui est vraiment la prunelle des yeux du président. Il y tient beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'avoir du bon niveau. Parce que déjà, en amont, comme on le dit, la pépinière, c'est sur ces enfants-là qu'on forme. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que nous sommes là-dessus, qui donnent de très bons résultats. Vous avez vu que l'athlète, la fille, disait tout à l'heure qu'elle a été impressionnée par les Égyptiens. Par les Égyptiens. Oui. Bon, disons le Maghreb. Oui. Mais aujourd'hui, le Maghreb nous respecte. Le Maghreb nous respecte. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens.
le Maghreb, comme ça, peut avoir 7 sorties de préparation dans le monde. Mais nous, il faut qu'on ait d'abord le moyen même de sortir pour les faire en compétition. Voilà, vous voyez un peu. Donc, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Alors, bravo en tout cas. Donc, pour le focus ce soir, nous recevons donc grand maître Denis Banro, directeur technique national de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, et puis maître Badou Julien Nguesson, arbitre continental et trésorier de la Fédération. Avant de prendre congé de vous, un mot de fin, chacun. Maître, vous d'abord. Oui. Oh, d'accord, ok, mais d'abord, je vous remercie pour cette opportunité. Et puis, c'est l'occasion pour nous de vraiment montrer que l'art martial chinois, connu sous le nom de Kung Fu, a vraiment une diversité. C'est vraiment pas juste des choses spectaculaires, mais c'est quelque chose autour duquel on peut construire des véritables équipes nationales. C'est aussi un art qui va au-delà de tout ce qui est physique et sportif, mais qui va aussi dans le développement de ce qui est interne. Ce qui fait que même, on le dit comme ça en riant un peu, mais jusqu'à 100 ans, vous pouvez faire les arts martiaux. Hein. Le chinois, parce que quand vous avez fini la dimension sportive, vous êtes à une autre dimension qui est encore comme une autre découverte. Alors, je n'irai pas là, mais je dirais plutôt une autre dimension qui vous fait découvrir tous les bienfaits que cet art peut vous faire. Alors nous, c'est vraiment cet art-là que nous voulons développer et nous en avons le potentiel. Je vous dirais, on dit ça comme ça, mais combien y a-t-il de personnes dans les quartiers qui n'ont jamais fait Kung Fu, qui n'ont jamais entendu parler de Bruce Lee, etc. C'est un véritable potentiel sur lequel nous axons et nous pensons que véritablement, c'est un art martial qui a une grande portée. Une grande portée qui est au-delà de ce qu'on va, et au-delà de ce que nous pensons, nous pouvons imaginer, qui a une portée vraiment profonde. Et c'est cette portée-là que nous voulons défendre. D'accord, merci beaucoup. Et le dernier mot pour grand D'accord, le dernier mot. Alors, c'est toujours, comme l'a dit Maître Badou, remercier la grande team. Je vous en prie. Et souhaiter que les journalistes de la grande team s'intéressent au Wushu et viennent pour pouvoir maîtriser le rudiment, le lexique et tout ça. On viendra. Voilà, nous allons faire des stages comme ça. Et puis voilà. Et ensuite, notre ministère de tutelle, demander à ce qu'on nous aide. On a beaucoup besoin d'aide. On a fait nos preuves et ça mérite qu'on nous accompagne. Donc aussi, je vais me tourner vers la Côte d'Ivoire pratiquante des arts martiaux chinois. De toujours venir à la fédération, c'est leur maison. Nous avons bataillé pour avoir cette fédération-là. Maintenant qu'elle est là, nous demandons à tout le monde de venir. Parce que le Wushu, c'est la vie. Comme il a dit, c'est tout le compartiment de la vie que le Wushu prend en compte. Alors vraiment, c'est ça. Ce n'est pas seulement que le combat. Voilà. Le vrai combat, c'est quand on se lève le matin et qu'on affronte les difficultés de la vie et qu'on revient, qu'on reste debout. C'est ça le vrai combat. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos messages, pour vos différents messages. On recevait donc sur ce plateau grand maître Denis Banro, directeur technique national de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, et maître Badou Julien Nguesson, arbitre continental et trésorier de la Fédération. Merci beaucoup. En tout cas, nous à la grande team, on aime bien le Kung Fu, surtout Roger Stéphane. Il aime Kwai Chang Ken. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Voilà, et puis on poursuit la grande team. Dans quelques instants, on aura sur ce plateau coach Kwadjo Georges et Clément Yeton pour la suite de l'émission. Mais pour l'instant, une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la Cité des Lumières. Football, Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Coupe du monde de Maracana.
Maramonde Abidjan 2024. Du 25 septembre au 7 octobre 2024 au Palais des Sports de Trècheville. Entreprises, marques, partenaires, rejoignez-nous et saisissez l'opportunité unique de sponsoriser cet événement mondial. Contactez-nous dès maintenant au 07 07 63 15 05 05 04 35 25 25. Maramonde Abidjan 2024. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Et bien sûr, nous avons été rejoints par Clément Yetton, la grande rentrée de Clément Yetton ce soir. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir à tous. Voilà, de retour. Ah ouais, tout à fait. Très très content d'être avec la plus grande des teams, la Grande Team. Clément, d'accord. C'est vraiment la rentrée de Clément. Et puis, coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir à la colombe, notre belle colombe, notre blanche colombe. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Sans commentaire, n'est-ce pas, Roger Stéphane? Non, c'est une inspiration qui est divine de la part de coach Kouadio Georges. Bon, il se sublime à chaque fois quand il est en face de vous et sur la Grande Team. Et ça, c'est très bien, cher ami. Félicitations. On est heureux d'être ensemble. Félicitations. J'aime bien faire les émissions avec vous. Ah bon? Magnifique. Merci, c'est gentil. Mais franchement, il faudrait donner des cours à Balo. C'est un hostile. Pour les compliments. C'est carrément un hostile. Beaucoup de courage, Balo. Allez, on passe au carton de la semaine. On y va. Le principe est simple. Chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Alors, le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton rouge, sanction. Clément, on commence avec vous. Ah ouais, moi, je vais sanctionner le Ghana en termes de tout ce qui est gestion, fédération et puis l'équipe nationale des Black Stars également. Et pourquoi est-ce qu'il y a un carton rouge pour les Black Stars? Parce qu'il y a... en 2008, le Ghana va organiser la Coupe d'Afrique des Nations et puis actuellement, le Ghana n'a même pas une seule pelouse de qualité. On a vu le dernier match face à l'Angola à domicile au Baba Yara Stadium et la pelouse n'était pas du tout bonne pour un pays qui a organisé la CAN en 2008. En plus de ça, je pense que voilà, ils sont un peu sur le déclin en termes de résultats sportifs. Ils n'arrivent pas à battre l'Angola à domicile, ils n'arrivent pas à battre le Niger également à l'extérieur. Dommage pour ce grand pays de football qui a fait rêver plusieurs générations. Aujourd'hui, même quand tu prends tout ce qui est centre de formation au Ghana là-bas, que ce soit Right to Dream, qui est l'une des meilleures académies actuellement en Afrique, et même en Afrique de l'Ouest, ils viennent faire quoi? Ils font le recrutement en Côte d'Ivoire ici. Il y a beaucoup d'Ivoiriens à Right to Dream. Ça veut dire que du côté du Ghana, on ne travaille plus comme dans le temps passé. Dommage quand même parce que le Ghana ne mérite pas ce qui lui arrive actuellement. Et puis on doit remettre au niveau de la Fédération ghanéenne de football, essayer de remettre ce grand pays sur de bons rails. D'accord. Donc c'est donc un carton rouge à l'équipe du Ghana pour Clément Yetton. Coach Kouadio Georges, votre carton? Moi, mon carton, il est vert. D'accord. Pour toute l'équipe senior des éléphants de Côte d'Ivoire, nous avons été très heureux sur cette fenêtre de voir 2 matchs de très bon niveau et quand même marqué 4 buts sans en encaisser et puis une très bonne organisation de cette équipe avec les 4 défenseurs par derrière et les 2 milieux défensifs qui sont Kessé et Seri qui ont bien tenu cette équipe, ce qui a permis à cette équipe de ne pas prendre de but et aussi de là sortir un Crasso qui a eu un comportement époustouflant, qui a eu un comportement vraiment de rêve. Nous pensons que cette Côte d'Ivoire-là va nous donner aussi des surprises comme ça à tout moment, à chaque sortie, qu'on voit un joueur qui va flamber, qui va apporter le meilleur de lui-même et qui sera peut-être un génie en passant et qui va nous donner des victoires. Je sais que les Ivoiriens, ils attendent toujours à avoir des victoires et ils le font bien ces derniers temps. Carton vert donc aux éléphants de la part de coach Kouadio Georges. Et on poursuit avec les cartons verts à un ballot. Votre carton est vert. Carton vert à Jean-Philippe Grasso qui a inscrit 3 buts en 2 matchs, dans des, si vous voulez, dans des contextes différents, remplaçant
face à la Zambie est titulaire face au Tchad. Et, félicitations à lui parce qu'il revient de loin. Ça faisait un moment qu'il n'était plus sur la liste des Marsfayés. Il l'a dit, c'est parce qu'il n'était pas... il était en manque de temps de jeu entre l'Étoile Rouge de Belgrade et son nouveau club du Paris FC. Mais il a remplacé au pied levé Sébastien Haller. Et de la meilleure des manières, non seulement il a inscrit 3 buts, mais dans le jeu, il a été utile à cette équipe de Côte d'Ivoire dans son jeu en pivot, dans son jeu entre les lignes. Donc carton vert à Jean-Philippe Crasco parce que psychologiquement, c'est pas très évident de revenir à un tel niveau. Il a réussi ce pari-là et on espère, on l'exhorte à continuer sur cette lancée. On espère qu'il va continuer sur cette lancée. D'accord. Donc, toujours les éléphants, hein, après les cartons verts de coach Kouadio Georges adressés aux éléphants dans l'ensemble. Globalité. Voilà. Ballot a donné le carton vert à Jean-Philippe Crasso. Et toujours un carton vert avec les éléphants, mais maintenant le coach. Oui, c'est le chef d'orchestre de toute cette belle image, belle poésie autour des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est carton vert à Faye MS. Des félicitations et des encouragements. Ce jeune sélectionneur est vraiment séduisant. Il nous fait du bien. D'abord, sur sa méthode, il ouvre le jeu à la concurrence, il fait confiance aux jeunes et à chaque fois qu'ils viennent, il donne satisfaction. Ça, c'est très bien. Sur sa composition d'équipe, il fait simple et on a à chaque fois une équipe équilibrée qui joue très bien. Sur son coaching, et c'est sa grande force, il a une grande lecture de jeu et tous ses remplacements font la différence. Et puis enfin, sur ses résultats, c'est 10 matchs, 8 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite. C'est très bien ce que nous réalise Faye MS. Il y a longtemps que... il y a vraiment longtemps qu'on n'avait pas aussi communié avec un sélectionneur ivoirien. Il est tout jeune, il est arrivé dans des conditions difficiles à la CAN et depuis, il ne fait que donner satisfaction. C'est une fierté. Je vais juste lui demander d'éviter, de soigner sa communication avec les journalistes pour éviter les polémiques inutiles. Pour le reste, la Côte d'Ivoire est fière de lui. Je sais également que les supporters ont parfois la mémoire courte parce que quand les défaites vont venir, ils vont lui tirer dessus. Mais il a notre soutien. Mais on espère qu'il n'y aura pas de défaites. On espère qu'il n'y aura pas de défaites jusqu'à ce qu'on aille à la Coupe du Monde. Et je suis persuadé qu'on va se qualifier pour la CAN. On va jouer au moins les demi-finales. On va se qualifier pour la Coupe du Monde et on va passer ce fameux premier tour de la Coupe du Monde qui nous échappe depuis de nombreuses années. Faye MS, merci beaucoup. Toute la Côte d'Ivoire est fière de toi et continue de nous donner autant de sensations à chaque fois que tu es autour du terrain avec les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'était donc le carton vert de Roger Stéphane pour le coach Faye MS. Voilà. Donc, on termine avec les cartons de la semaine et on va passer à l'actu. Justement, dans l'actu de ce soir, on s'adressera au coach Faye MS, surtout avec la question LGT. Éléphant, quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée de Faye? Voilà, le sujet principal de l'actu de ce soir et on passe à l'actu. Et le téléphone est ouvert pour vous permettre bien sûr de participer à l'émission. Je vous redonne le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Ballot, le numéro de téléphone de la 3. Véritable col. Quel col. Notre colombe. Quelle méchanceté. Pourtant, je viens à peine. Tu as trouvé. Oh, Ballot, un carton jaune, du coup. Pour Ballot, voilà. Pour la rentrée de Ballot, il faut un carton jaune. Donc, le 27 21 59 93 99. Je vous ai bien eu, Ballot. Voilà. Allez, la question LGT. Quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale pour depuis l'arrivée de Faye? Sous la conduite du sélectionneur MS Faye, les éléphants sont invaincus et ont encaissé seulement 6 buts en 10 matchs. Cette solidité défensive repose essentiellement sur la performance de la charnière. Quelles sont les meilleures combinaisons à ce niveau? Ce sujet préparé par la rédaction plante le décor. On regarde. Éléphant, quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée du coach Faye, le 27 21 59 93 99? Bon, messieurs, avant d'entamer notre discussion, je vous invite à voir la synthèse des performances des différentes combinaisons en défense centrale sous le coach MS Faye. On regarde. Grâce à la magie de la régie. Sinon, on poursuit, hein. On verra plus tard. Bon, déjà, bon, messieurs, on y va donc. Quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée de Faye? Clément, on va commencer avec vous.
Moi, d'abord, je pense qu'il faut s'interroger d'abord quelles sont les tendances qui se dégagent depuis que... Un instant, avant que vous soyez totalement lancé, l'élément est prêt, donc on va regarder. La meilleure défense centrale des Mess Faye, il y en a, pour ma part, il y en a deux, je dirais. C'est-à-dire que quand on joue en 4-4, c'est-à-dire 4 défenseurs alignés, je vois Kosonou avec Indinka, c'est bon. Mais quand on joue avec 3 défenseurs, je vois Kosonou, Indika et comment il s'appelle, Willy Boli. On a Kosonou qui se projette beaucoup. Voilà, qui se projette beaucoup. Et Indika, bon, lui, il n'est pas trop, il ne se projette pas assez, mais il est serein, voilà, il est serein par rapport à la défense, ça va. En tout cas, il me tient, et voilà. Comme maintenant, en défense, à la défense à 3, je pense que Willy Boli, c'est quelqu'un qui se projette en même temps qu'il rassure, en fait. On dirait déjà Evan Ndika, pour commencer, parce que c'est le taulier, il a répondu toujours présent. Malgré les matchs difficiles que nous avons connus au début de sa titularisation. Mais je pense que c'est l'élément assez fiable au niveau défensif de l'équipe nationale. À ses côtés, pour la forme du moment, je mettrais Agbadou. Vu qu'il est titulaire dans son club, il joue beaucoup plus et il est assez visible. On peut voir ses prestations quand même chaque week-end grâce à la Ligue 1. Moi, j'opterais pour Evan Ndika et Kosonou Odilon. Parce que quand les deux sont à la défense, surtout à la défense centrale, il y a plus de relance. Et ça permet à notre chouchou national Adengra de pouvoir percuter. Quand c'est comme ça, vous savez, le coach Mourinho, notre Faye MS national, quand il aligne tout simplement Kosonou et Ndika, il y a toujours des buts. Moi, je préfère Evan Ndika et Agbadou. Jusqu'à présent, il y a un bon feeling. Quand tu vois le jeu actuellement des éléphants, toi-même étant ivoirien, tu es fier. Puis, en tout cas, que le coach Faye bosse beaucoup sur ces deux, qui se concentre beaucoup sur ces deux. Parce que apparemment la défense centrale ivoirienne est au top. D'accord. Bon, là, on avait plutôt la réaction du public sportif ivoirien sur la question LGT. Et là, on a un appelant, donc on va le prendre avant de vous entendre, Clément. On a M. Koulibaly qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Koulibaly. Oui, allô, moi je crois que j'opte pour... Non, M. Koulibaly, non, un instant. M. Koulibaly, bonsoir. Oui. Bonsoir, madame. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Laissez-moi vous accueillir d'abord, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Monsieur Abou Eric Abouaké. D'accord. Et puis maintenant, on vous écoute pour votre réponse à la question. Je crois que la paire Agbadou et Evan, c'est la meilleure paire. Parce que c'est vraiment, les deux se complètent. Oui. Ndika qui est beaucoup sérieux derrière, il est très calme. Et Agbadou aussi, qui est titulaire en club, ils font vraiment une bonne paire dans la défense centrale. D'accord. D'accord. Pour vous, c'est la meilleure combinaison donc en défense centrale. D'accord. Parce que Odilon, il est un peu bouillant. Tu n'as pas demandé ça. Un peu bouillant, sincèrement. Donc, je préfère la paire Ndika et Agbadou. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. La question LGT est donc, quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée de Faye, depuis l'arrivée du coach Faye? Avant de vous entendre encore, Clément, une seconde, on a l'infographie qui est prête. Hein, donc, on verra la synthèse des performances des différentes combinaisons en défense centrale sous MS Faye. Oui, donc, la performance des différentes combinaisons en défense centrale sous Faye s'articule comme suit. Côte d'Ivoire, Sénégal, un but partout, 5-4 au tir au but avec Evan Ndika, Odilon Kosonou. Côte d'Ivoire, Mali, 2-1 après prolongation, Evan Ndika, Odilon Kosonou. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, 1-0, Evan Ndika, Willy Boli. Côte d'Ivoire, Nigeria, 2-1, Evan Ndika, Odilon Kosonou. Côte d'Ivoire, Bénin, 2 buts partout, Ousmane Diomandé, Willy Boli. Côte d'Ivoire, Uruguay, 2-1, Emmanuel Agbadou, Odilon Kosonou. Côte d'Ivoire, Gabon, 1-0, Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, Odilon Kosonou, donc un trio.
Kenya-Côte d'Ivoire 0-0, Evan Dika, Willy Boli. Côte d'Ivoire-Zambie 2-0, Evan Dika, Emmanuel Agbadou. Et enfin, Tchad-Côte d'Ivoire 2-0, Evan Dika, Emmanuel Agbadou. Voilà, donc nous avons pu voir les performances des différentes combinaisons en défense depuis l'arrivée du coach Faye pour vous permettre bien sûr de bien répondre maintenant à la question. Et Clément, on vous écoute. Ah ouais, tout à fait. Je pense que je disais que quelle était la tendance qui se dégageait depuis que le coach MS Faye est là, c'est-à-dire durant les 10 matchs qu'il a coachés, depuis qu'il a pris les éléphants de Côte d'Ivoire. Et la synthèse nous a démontré que voilà, il y a deux tendances qui se sont dégagées, c'est-à-dire pendant la CAN, Ndika et Odino Kosonou, et puis après la CAN, si je mets la charnière centrale à 3 face au Gabon, c'est-à-dire Odino Kosonou avec Ndika pendant la CAN, ils font 3 matchs, et puis après la CAN, si j'inclus le match face au Gabon où ils composent à 3 avec Agbadou, Ndika et puis Kosonou, ça va faire 3 matchs pour l'autre tendance qui est Agbadou et Ndika. Donc je pense que de ces deux tendances-là, la logique nous dit, c'est celle qui a remporté la CAN à domicile, voilà, et voilà, qui est la meilleure. Après, je pense que quand on prend en termes de statistiques actuellement, il y a une paire qui est en train de monter petit à petit en puissance. C'est la deuxième, c'est-à-dire Agbadou et Ndika. Quand on prend en 3 matchs, c'est 0 but encaissé lorsque ces deux-là ont démarré lors d'une rencontre coachée par MS Faye. Bon, finalement, votre meilleure je pense que j'arrive, je vais me mouiller à la fin. Et voilà. La fin tarde, hein, mouillez-vous moi, rapidement. Je pense qu'ils sont tous bons, mais quand tu prends en termes d'adversaires affrontés, c'est-à-dire la première pour moi est la meilleure parce qu'elle nous permet de gagner cette CAN-là. Et puis, elle a affronté des adversaires plus coriaces, c'est-à-dire le Nigeria en finale, le Mali en quart de finale et puis le Sénégal en 8e de finale. Donc moi, je vais opter pour Ndika et puis Odino Kosonou qui est la meilleure. Mais il y a les états de forme qui changent également. C'est pourquoi Agbadou est en train de monter petit à petit en puissance avec Ndika également. D'accord, très bien. C'est bien compris, Clément. Et coach Kwadjo Georges? Moi, je pense qu'il y a deux tendances. Il y a Evan, qui est le pilier, le pilier central, et certains tournent autour de lui. Et comme il a dit, Kosonou a gagné la CAN avec Evan, mais moi je vois aujourd'hui dans la sérénité, dans la solidité contre l'Uruguay par exemple, quand je vois Agbadou intervenir, sincèrement pour moi aujourd'hui la meilleure paire c'est Ndika et Agbadou. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Ils peuvent attendre leur temps, ils peuvent toujours travailler. Et je sais qu'un homme comme Diomandé, c'est un très très bon joueur, c'est un très bon défenseur. Mais pour l'instant, il est un peu barré. Mais qu'il soit patient, je pense qu'il gagnera son temps. Il viendra faire... Il a toujours sa place avec Odilon. Et Odilon aussi peut jouer milieu défensif aussi. Oui. Donc voilà des garçons qu'il faut garder dans l'antichambre qui pourront apporter demain. Et des internautes pensent pareil comme vous, coach Kwadjo Georges. On a Billy Dro qui nous dit bonsoir, la meilleure émission de sport en Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Ndika et Agbadou forment un mur solide à la défense des éléphants. On a aussi Wilfried Olema qui nous dit Ndika et Emmanuel Agbadou, solide comme un mur de Berlin. Voilà. Et on a un appelant, monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie, Christine, Bégré, bonsoir Robert. Bonsoir monsieur Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau tout entier. Oui. Avec le voilà. Et on vous écoute. Quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée du coach Faye? Moi, vraiment, la meilleure centrale. Oui. Et j'avais opté pour Odilon avec Dika. Mais finalement, Odilon m'a mis vraiment un double dans le cœur avec des essais de process qu'il a vu tenir en lui les 2 temps. Donc, le retour de Agbadou, vraiment, merci, beaucoup de confiance. Parce que c'est un homme qui se met du sérieux et qui prend sa carrière au sérieux. Quand c'est comme ça, là, il convainc le public et c'est vraiment rassurant. Donc, moi, je vote pour Agbadou et Ndika. Et Ndika. Oui, monsieur Diomandé. Toujours ensemble, on va pouvoir. Toujours.
Merci beaucoup, M. Demandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Voilà, lui, sa bonne combinaison, c'est donc Ndika et Agbadou, tout comme coach Kouadio Georges. Balo, on vous écoute. Oui, moi je dirais Evan Ndika et Odilon Kosonou, pour 3 raisons. La complémentarité, la durée et le contexte. D'abord, sur la complémentarité, je remarque qu'il y a quand même de grandes similitudes de profil en termes d'impact physique et de rigueur dans le duel entre Agbadou et Evan Ndika. Alors qu'avec la charnière, si vous voulez, le duo Evan Ndika, Odilon Kosonou, on a une valeur ajoutée qui est la vitesse. C'est-à-dire qu'Evan Ndika, c'est la sérénité, c'est la qualité de relance, c'est la rigueur dans les duels. Mais avec Odilon Kosonou, il y a la capacité de pouvoir défendre notre charnière centrale face à des équipes qui vont utiliser beaucoup la profondeur. Donc si on est face à des attaquants très vifs, pour moi, la charnière la plus complémentaire me semble être celle d'Evan Ndika et d'Odilon Kosonou. Ça, c'est la complémentarité. Pour ce qui est de la durée, quelle est la charnière qui a fait ses preuves sur la durée? Eh bien, c'est Evan Ndika et Odilon Kosonou. Sur plusieurs matchs, surtout les matchs de la CAN, à 3 reprises, ils ont fait leurs preuves. Et dans quel contexte? Dans le contexte, si vous voulez, de la pression populaire, dans le cadre d'une CAN à domicile, où tous les yeux sont rivés sur cette charnière centrale-là, ils ont su gérer cette pression pour, si vous voulez, permettre à cette défense de tenir face à des cadres. Clément Yeton a déjà signifié Sénégal, Mali, Nigeria, qui sont de gros cadres, alors que lorsqu'on prend l'évolution des charnières centrales, certes, qui ont évolué dans des compétitions officielles, mais d'un calibre moins que la Coupe d'Afrique des Nations, on a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui ne sont pas la phase finale, qui est la compétition en elle-même. Donc pour moi j'estime que pour le contexte, pour la durée avec laquelle ils ont su, si vous voulez, assurer de belles performances et pour la complémentarité, parce que lorsqu'on choisit un défenseur à côté d'un autre, il doit lui apporter une valeur ajoutée, une nouvelle qualité. Et pour moi, Odilon Kosonou apporte la vitesse, si vous voulez, à l'échiquier, à la palette de qualité d'Evan Ndika. D'accord, donc pour vous, c'est Ndika et Odilon Kosonou. D'accord. Avant de poursuivre, grâce à la régie, on verra donc le nombre de titularisations par défenseur. Le nombre de titularisations par défenseur, Evan Ndika s'avère être le champion, avec 8 titularisations, 5 titularisations pour Odilon Kosonou, 4 pour Emmanuel Agbadou, 3 pour Willy Boli et une seule titularisation pour Ousmane Diomandé. Voilà. Et ensuite, nombre de titularisations par combinaison. La combinaison la plus utilisée était celle d'Evan Ndika et d'Odilon Kosonou, 3 titularisations. Evan Ndika, Willy Boli, 2. Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, 2 titularisations. Donc là, il y a deuxième ex-aequo. Ousmane Diomandé, Willy Boli, une seule combinaison. Emmanuel Agbadou, Odilon Kosonou, une seule combinaison. Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, Odilon Kosonou, une seule combinaison. Voilà. Evan Ndika, toujours présent, avant d'écouter Roger Stéphane, et je suis sûr qu'il nous expliquera aussi pourquoi Evan Ndika est presque inamovible. On va d'abord prendre l'appelant. Il s'agit de M. Jean-Gaston Laoui. Bonsoir, M. Jean-Gaston Laoui. Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Gaston. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. D'accord, je salue Roger, je salue Kouadio Georges, Balo et Yeton. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. D'accord. Vraiment, moi je vois Emmanuel Agbadou Kosonou. Voilà. Ah, vous ne voyez pas Ndika? Non, j'arrive. D'accord. Ok. C'est un système que je suis en train de faire. Ah, ok. Voilà, il y a un système A et puis un système B. D'accord, on vous écoute. Donc, alors. Le système A, c'est Emmanuel Agbadou et puis Kosonou. Oui. Maintenant, système B, il faut que je dise la vérité. Vraiment, je vois Evan Ndika et puis Guéladoué. Et Guéladoué. Voilà, Guéladoué là, vous savez, en Guéré là, le seul masque. Voilà. Il joue, regardez, c'est devant Tchad là. Vous avez vu comment il a... Je donne cette valeur, on a l'enquête. Voilà. Donc, enfin, Christophe Opéry et puis Singo Wifi. Voilà. Voilà comment je fais, en tout cas, ce système-là. Bravo. D'accord, monsieur Jean-Gaston. Ouais. En tout cas, salutations sincères. Et bienvenue, Africa Sport, on va rester en première division. On reviendra sur
ce sujet, monsieur Jean-Gaston Laoui. Je savais qu'il allait finir par là. Oui. Merci beaucoup pour votre participation. C'est la plus belle conclusion de la soirée. Mais c'est pour ça même qu'il a appelé. Bon, on reviendra sur le cas de l'Africa Sport. Pour l'instant, l'Africa Sport n'est pas encore... On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien, coach Kwadjo. On n'en sait rien. Pourquoi? Oui, on dit Pourquoi? oui. On n'en sait rien. L'Africa en première division, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que moi je sais. Ah bon, oui. Bon d'accord, bon, c'est un autre débat. Bon d'accord, donc on reste dans le sujet principal. LGT de ce soir, quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée de Faye? On vous a tous entendu sur le plateau, excepté Roger Stéphanie. C'est la difficulté de parler en dernier. Tu colmates. Ils ont déjà tout dit. C'est bien fait pour vous. Oui. Mais je pense que c'est vrai que sur l'actualité, il y a une paire qui s'est mise en place. C'est Evan Agbadou sur l'actualité, évidemment. Mais si on tient compte de la CAN, de tous les événements jusqu'à maintenant, c'est la paire Evan Dika et Odilon Kosonou. Elle a été séduisante durant la période de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les autres l'ont dit. 3 matchs sur 4, c'est 3 buts encaissés. Bon, c'est une défense qui a été mise en place en pleine compétition. Et dans des conditions extrêmement difficiles. On sort d'un 4-0 face à l'Uruguay. Tout le monde pense qu'on est éliminé. On a un nouveau sélectionneur en pleine CAN et il fait entrer un nouveau dans l'axe associé à quelqu'un qui était déjà titulaire, qui est Evans plus Odilon Kosonou. Bon, vraiment, on ne s'y attendait pas. Mais sur ce qu'on a vu après, c'est un duo qui a bien supporté la pression et qui a joué des adversaires difficiles. Contrairement aux autres duos dans l'axe, ce duo-là a joué des adversaires difficiles. Ils ont cité tout à l'heure, Sénégal, Mali, Nigeria, RDC sur la finale. C'est un duo également qui a joué des attaquants très redoutables. Bon, là, par contre, je l'ai. Ils ont joué Mané, ils ont joué Sarr, ils ont joué Osimhen, ils ont joué Lookman, ils ont joué Bakambu, ils ont joué Adama Traoré. Contrairement aux autres duos, parce que Ndika n'a pas joué contre l'Uruguay parce qu'il avait son malaise. Il n'a pas joué contre l'Uruguay. Mais donc, c'est ce duo-là qui a vraiment joué contre de grandes équipes, joué contre des attaquants redoutables et qui a donné satisfaction. Donc, si on tient compte de ces éléments, on peut considérer que cette paire-là, sur la période début Faye jusqu'à maintenant, on peut considérer évidemment que la paire Evan Kosonou est la meilleure paire. Mais maintenant, il y a une actualité qui se met en place. Il y a une nouvelle dynamique et dans cette dynamique-là, il y a Agbadou qui est apparu associé à Kosonou face à l'Uruguay. Oui. Ensuite, il a joué Agbadou Kosonou face au Gabon. Oui. Sur ces 2 matchs-là, il a marqué des points et il a quasiment pris la place de Odilon Kosonou qui lui a quitté la sélection en raison du fait qu'il n'avait plus de temps de jeu en club. Donc oui, il y a cette actualité, mais si on tient compte de tous les paramètres, je pense que la meilleure paire jusqu'à présent de Faye MS, c'est bien Evan Ndika et Odilon Kosonou. D'accord, très bien. Avant de poursuivre, on a un appelant assez rapidement, monsieur Aboulaye Fofana, qui nous appelle de Loboualé. Quelle est la question? Bonsoir, monsieur Aboulaye Fofana. Oui, je vous appelle de Loboualé. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, monsieur Fofana. Bonsoir, coach Kwadjo Romanois. Bonsoir, chef. Bonsoir, le brillantissime Balo. Bonsoir, monsieur. Balo, oui. Oui, bonsoir. 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 Voilà. D'accord, vous avez salué tout le monde. Mais vous n'avez pas salué Roger Stéphane et puis Clément? Non, Roger Stéphane, lui, c'est mon gars. D'accord. Bon, salut Clément alors. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Voilà. On vous écoute maintenant. Allez-y. Voilà, vous savez, en amoureux du football, oui. Moi, je suis amoureux du système 4-3-3. 4-3-3, oui. Voilà, 4-3-3. Donc, chaque fois que Faye aligne 4 attaquants et 4 défenseurs, vraiment je suis à l'aise. Et c'est pourquoi j'aime quand il aligne Dika et Kosonou, et puis sur les deux ailes, Agbadou et Sengo. D'accord. Voilà, donc Dika et Kosonou, Agbadou, Sengo. Ok. Bon, mes amis là vont m'aider peut-être dans les statistiques. Vous verrez que quand on joue avec 4 défenseurs, surtout quand il y a eu contre le Mali, quand on a expulsé, je crois, Kosonou, tout de suite, ils se sont alignés derrière. Et je crois que ça stabilise un peu la ligne qui était là. Et puis on a pu remporter le match de la manière qu'on a vu là. Oui. Donc moi, je reprends Ndika, Kosonou, Agbadou, Sengo. Vraiment, là, ça me rassure. D'accord, ok. Voilà, ça me rassure. Pour vous, c'est la meilleure combinaison en défense centrale. C'est la meilleure combinaison. Bonsoir à vous.
Portez-vous bien. Merci. Vraiment, il faut que l'Africain reste là où ils sont là, qui ne reviennent plus en première division. D'accord, on a bien compris. Merci pour votre conclusion, Monsieur Fofana. Ils sont en première division. Allez, quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée de Faye? On a eu tous ici sur le plateau vos différentes combinaisons. Bon, moi j'avais déjà une question. Hein. Je voulais savoir qu'est-ce qui expliquait le départ progressif de Odilon Kosonou du 11 entrant. Je pense que Stéphane a donné une réponse. C'est sa situation en club à Leverkusen. Il avait perdu sa place de titulaire, supplé par Ta et Tapsoba. Donc il a perdu sa place de titulaire. Vers la fin de la saison, il ne jouait même plus. Bon, là maintenant, il change de club. Il va du côté de Atalanta. Il n'a pas encore joué de match, mais on espère que du côté de l'Italie, il va retrouver du jeu. S'il retrouve du jeu, évidemment, il va peut-être retrouver sa place en sélection. Mais la seule raison est celle-là. Il ne jouait plus avec les clubs de Leverkusen. À partir de cet instant, c'est difficile pour un sélectionneur de le maintenir sa place de titulaire en sélection quand à côté, il y a des garçons qui brillent. Agbadou, Ousmane, c'est la seule raison. Et justement, Agbadou qui bénéficie de plus en plus de la confiance du sélectionneur. Clément. Oui, tout à fait. Je pense que on suit attentivement la progression d'Agbadou qui a eu beaucoup de patience, mais quand on le suit de près, on a l'impression que c'est un garçon qui a fait ce qu'on appelle le développement personnel. On voit beaucoup de foi dans ce qu'il fait et c'est très très important, la confiance pour un athlète. Et lui, il a réussi à avoir cette confiance-là, donc du coup, il est inébranlable. On voit même dans ses prises de balles, dans ses transversales également, on voit un garçon qui n'a plus peur de rien, même en championnat français, c'est l'un des leaders de sa formation. Et au football, quel que soit ce que tu as fait hier, quel que soit ce que tu as fait en 1993, 1998, seule la réalité du moment compte. Et actuellement, quand on prend tout ce qui est réalité du moment, il passe clairement devant Odilon Kosonou dans ce cas résumé Roger Stéphane comme actualité. Donc je pense que c'est un garçon qui progresse, il a saisi sa chance. Et moi, il y a un paradoxe quand même parce qu'avant, quand on parlait de concurrence dans les secteurs, on parlait d'attaque. C'est-à-dire tu as Didier Drogba, Baki et autres. Et là, on est dans un secteur où on a du mal à faire des choix parce que les qualités sont énormes. On a plusieurs joueurs qui ont beaucoup de qualité. Donc je pense que voilà, c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire et on espère qu'on ira loin dans tout ce qui est compétition. D'accord. Monsieur Fofana Média nous appelle de Boaké, il est en ligne. Bonsoir, Monsieur Fofana Média. Vous allez bien? D'accord, je vais très bien aussi et ravi de vous entendre. Donc bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous laisse saluer les autres membres et puis on vous écoute. Je salue tout le plateau. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà. Et puis, on vous écoute, oui. Concernant le sujet. Oui. Babou, là, il nous a fait vibrer un peu. Hein, le gars, là, il vit très bien. Qui ça? Qui Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Qui nous fait du bien? Agbadou. Agbadou, d'accord, oui. Oui, ainsi que le numéro 2, là, détient là plutôt. Ndika. Ndika. Oui. Oui. Donc pour vous, c'est Ndika et Agbadou. Ndika et Agbadou, c'est les deux, vraiment, moi je les vois beaucoup, qui peuvent nous faire favoriser beaucoup de choses. D'accord. Mais la demi est très très favorable. Donc, ce que nous avons dit. Oui. Concernant l'autre côte, il va nous faire toujours des surprises. Parce que si tu donnes à ton corps, il va t'appeler. Si tu nous donnes rien là-bas, il ne va pas t'appeler. Donc, ça veut dire que non. Autrement dit, ne comptez pas sur quelqu'un aujourd'hui pour dire que non, lui là, il vit mieux que l'autre. Nous, dans ton club, tu donnes là-bas, il va t'appeler. Très bien. Donc, voilà. Donc, moi, je me limite là. D'accord. Je ne vais pas trop je ne vais pas rentrer dans les différents détails pour D'accord. En tout cas, on a bien noté votre bonne combinaison, c'est Ndika et Agbadou. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Et sur la page Facebook de la 3, on a Agba David Amachi qui nous dit « Salut la team, pour moi, la meilleure combinaison est Ndika et Kosonou, c'est le top, le haut niveau. Voilà. Et puis, jusqu'à un autre internaute qui nous dit « Jusqu'à présent, la combinaison Agbadou et Ndika n'a pas encaissé de but. Logiquement, c'est la meilleure combinaison. » On a aussi Cyprien Koné qui nous dit « C'est vrai que Emmanuel Agbadou
n'a pas participé à la CAN, mais quand il est avec Ndika, même Moustique ne peut pas passer. D'accord, ok. C'est bien noté. Et puis, on a des techniciens ivoiriens qui ont bien voulu donner leur avis sur la question. On les écoute. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure défense, la meilleure combinaison que nous avons depuis l'arrivée de Faye Mess est celle que nous voyons présentement. Agbadou et Evan Ndika qui est à ses côtés. Nous avons en tout cas une défense, pour moi, une défense qui est rassurante, une défense qui est aujourd'hui à sa place, qui est homogène, qui est très technique, très intelligente, très engagée. Et ça permet quand même à nos milieux récupérateurs d'être à l'aise, de pouvoir pallier à certains manquements qu'on avait les années passées. Nous avons des latéraux qui font beaucoup de retraits. Pour moi, c'est cette défense-là, aujourd'hui, qui me fait plaisir. Et la preuve en est qu'en 2 matchs, elles n'ont encaissé aucun but. Donc, cette défense, Ndika, Agbadou, ces 2 latéraux-là, qui, pour moi, me font un bon boulot. Franchement, pour moi, ces 4-là, pour moi, ça va. Mais il faut pas rester là parce que il faut aussi permettre aux autres défenseurs de comprendre que le sélectionneur Faye Mess a besoin de tout le monde. Faye fera encore de très bonnes choses avec cette équipe nationale-là. Moi, ce que je pourrais dire vraiment, il faut dire que Faye, vraiment, il a pu résoudre un problème. Quand je dis un problème, c'est-à-dire le côté défensif de la Côte d'Ivoire, on avait un véritable souci. Et il faut dire que depuis son arrivée, vraiment, il a pu stabiliser vraiment. C'est vrai que Gassé avait commencé à stabiliser la défense, mais avec aujourd'hui Coach Faye, vraiment, il faut le reconnaître, il a battu un gros boulot. Aujourd'hui, je peux dire que la défense ivoirienne, elle est stable. Et surtout quand on regarde ces différentes paires, on voit que déjà Ndika est l'épine dorsale de cette défense. Particulièrement si moi je dois faire un choix, j'opterai vraiment pour le choix Ndika Kosono. Je souhaite vraiment qu'il essaie de voir encore d'autres paires parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, Evan Ndika est l'épine dorsale de cette défense. Si jamais Ndika est indisponible, qui on peut mettre à la place d'Ndika? Donc pour moi, c'est maintenant aussi, il faut essayer de voir ces différentes paires-là pour que si jamais le cas arrivait, pour ne pas qu'on soit surpris. Mais je souhaite bon courage et bonne chance encore. Quelle est pour vous la meilleure combinaison en défense centrale depuis l'arrivée de Faye? C'était donc le sujet principal de l'actu de ce soir. Une dernière question pour vous, messieurs. Pour Coach Kouadio Georges, déjà. Oui. Bon, vu le groupe actuel, hein, est-ce qu'un défenseur comme Eric Bailly, est-ce qu'il peut espérer encore être dans les plans du coach Faye? Je pense que oui, parce que c'est un très bon joueur, il a une grosse expérience, et il a tout prouvé. Et Eric Bailly, il est encore titulaire en Espagne, je crois c'est à Villarreal. Ouais. Donc, si il n'a pas de blessure et qu'il est dans de bonnes dispositions, je pense que le coach pourrait l'appeler. Je ne sais pas, mais pour l'instant, les 4 même qui sont là donnent satisfaction. Et je vois difficilement son arrivée, mais c'est un très bon joueur. Il a prouvé, si l'entraîneur le veut, il peut être là, il peut jouer. D'accord. Balo? Oui, je pense que pour ce qu'on comprend de la logique des Mess Faye, il n'y a pas de, si vous voulez, de joueurs, si vous voulez, de combinaison établie. La sélection n'est la chasse gardée d'aucun joueur. Exactement. Cela évolue selon la performance et selon le temps de jeu. Si Eric Bailly a plus de temps de jeu et est plus performant, il en va le soir qu'il sera donc appelé et sélectionné. Donc, Mess Faye lui-même l'a dit, la porte reste ouverte à tous les joueurs du moment où vous êtes performant et vous avez du temps de jeu. Donc oui, je pense qu'il peut encore espérer, pourquoi pas, venir chercher une place pour peut-être la Coupe du Monde 2026. Eric Bailly peut-il encore espérer? Oui, assez rapidement. Écoutez, moi je sens qu'il y a un rajeunissement au sein de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Sur le dernier groupe, vous avez 3 gros anciens. Kessié, Seri Jean-Michel et Willy Boli. 3 gros anciens sur les 24 joueurs qui sont venus. Je pense que Faye est en train de mettre sur pied un nouveau groupe, une nouvelle génération, j'ai envie de dire. Mais cela ne veut pas dire que la porte est fermée pour Eric Bertrand Bailly, qui semble retrouver une seconde jeunesse du côté de Villarreal. Mais après, c'est Faye qui va voir. Mais si je lis bien dans la tête de Faye, il est en train de préparer une nouvelle génération pour aller à la CAN 2025 et au Mondial 2026. Et sur ça, peut-être que certains anciens vont faire leur sortie. D'accord. Si vous lisez bien dans la tête de Faye.
C'est ça, vous lisez dans les têtes, Roger Stéphane. Clément, pour terminer. Ah ouais, je pense que tout est possible, hein, parce que voilà, le sélectionneur n'a pas fermé la porte à qui que ce soit. Et puis, jusqu'à ce que je sache, Eric Bailly n'a pas encore pris sa retraite internationale. Donc, je pense qu'il est encore opérationnel pour la sélection. Après, je pense que Faye, il est dans un nouveau projet. C'est-à-dire qu'il veut imprimer sa patte sur l'équipe nationale. Et je pense que dans ses choix, on a l'impression que Bailly n'est pas encore... Très bien. C'est bien noté. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour avoir répondu à cette dernière question. C'est la fin de la grande team de ce soir. Nous sommes en direct sur la 3 depuis 20h30. Nous avons passé donc 1h30 ensemble, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup aux athlètes des arts martiaux chinois. Voilà. Présents sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci Balo. Merci Roger Stéphane. Merci coach Kouadio Georges. Merci la chère Colombe. Merci Clément. Et puis n'oubliez pas, Maramonde Bleu Charlemagne sera sur notre plateau lundi prochain. Nous, on se retrouve demain vendredi en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.